Jules Girardin, petit conte alsacien. Ce pauvre Jupiter. Jupiter appartenait à monsieur le comte d'Ordenheim. C'était un chien trop heureux. Tous les jours à la même heure, la même petite servante proprette lui apportait sa pâtée dans un bol de faïence à fleurs bleues. Tous les jours la petite servante proprette lui tapotait la tête en prononçant les paroles les plus flatteuses sur la beauté de Jupiter, qui était un beau chien, un grand chien, le plus grand des beaux chiens et le plus beau des grands chiens, en un mot le roi des chiens. Quant à la pâtée en elle-même, c'était tout ce qu'un chien peut rêver de plus appétissant. Fût-il de tous les chiens le plus délicat, le plus exigeant, le plus difficile. Je ne parle que pour mémoire des eaux qui pleuvaient comme une manne autour de l'écuelle et que Jupiter grignotait en manière de passe-temps, comme on s'amuse à casser des noisettes après avoir bien dîné. Quand les maîtres avaient fini de déjeuner et qu'on leur servait le café, Jupiter entrait comme chez lui dans la salle à manger. Monsieur le comte caressait son bon chien tout en lisant le journal, et madame la comtesse ne manquait jamais de tremper un morceau de sucre dans sa tasse et de l'offrir à Jupiter du bout de ses doigts effilés. Il avait donc toutes les raisons du monde de bénir son sort et d'aimer le logis. Eh bien, malgré tout cela, et peut-être à cause de tout cela, Jupiter trouvait la vie ennuyeuse et monotone. Il s'étirait comme un chien qui s'ennuie à mourir. Il faisait de longs bâillements à se décrocher la mâchoire, accompagnés de petits cris plaintifs. Il jetait des regards d'envie sur les chiens affamés et crottés qui passaient le long de la grille du jardin, l'oreille basse, la queue dans la boue, la mine préoccupée. Un jour que la grille se trouvait entrebâillée, par suite de la négligence du jardinier, Jupiter s'élança sur la grande route et bondit comme un grand fou à travers le vaste monde qui s'ouvrait enfin devant lui. Il respirait à plein poumon l'air de la liberté. Il sautait par-dessus les fossés, se prenait d'enthousiasme pour les champs de betteraves, revenait sur la route et philosophait le nez en terre sur les traces de pas et sur les sillons que les voitures avaient laissés dans la poussière. Mais il ne tarda pas à trouver que rien ne ressemble à un champ de betteraves comme un autre champ de betteraves. Le long ruban de route lui parut monotone, et il enfila, le cœur palpitant de joie et d'attente, un petit chemin encaissé qui devait sans faute le conduire à quelque grande aventure. Tout à coup il s'arrêta, planté sur ses quatre pattes, le nez au vent. Une odeur qu'il lui plut de trouver délicieuse, tout simplement parce qu'elle était nouvelle pour lui, venait de frapper son odorat. Il flaira donc le nez en l'air pendant 5 bonnes secondes, raisonna sur la direction du vent et partit comme un trait. En 4 bonds et 3 gambades, il arriva en vue d'un cabaret de bas étage. C'était de là que partait l'odeur qui avait attiré l'attention de Jupiter. Dans cet antre malpropre, une femme peu avenante cuisinait des ragoûts sans nom pour les piétons qui parcourent le monde en souliers éculés, portant tous leurs biens terrestres dans un vieux mouchoir à carreaux, et pour les ouvriers de la fabrique voisine, qui venaient demi-nus chercher leur pitance dans des écuelles de terre. Mon Dieu, que voilà bien les gens blasés et capricieux. Si Jupiter eût été condamné à la cuisine du cabaret, il n'aurait pas manqué de faire le grand seigneur et de se plaindre amèrement du tort qu'on lui faisait, et il aurait demandé avec de grands airs si on le prenait pour un autre. Mais comme il était venu là en contrebande, comme les abominables frigousses de la gargote étaient du fruit nouveau et probablement du fruit défendu, comme ce n'était point l'heure régulière du repas, il s'imagina qu'il avait une envie folle de tâter de cette cuisine, et qu'il serait le plus misérable de tous les chiens s'il ne parvenait à satisfaire tout de suite son envie. Oh, que cette cahute enfumée avec son escalier disloqué lui parut pittoresque, comparée à la froide symétrie du château. Combien le langage viril et les gros mots de la cuisinière lui parurent expressifs, à côté de la voix flûtée et des fades compliments de sa Jeannette à lui. Et puis, quelle odeur divine s'échappait par la porte entr'ouverte. Entrons, se dit Jupiter. Il franchit délibérément les marches disjointes et allongea la tête dans l'intérieur du logis. Comme beaucoup de chiens sans cervelle et comme beaucoup d'hommes à tête folle, Jupiter risquait le bonheur et le repos de sa vie sur un faux raisonnement. En échangeant sa condition de chien tranquille et sédentaire contre celle de chien errant,
il comptait bien que les avantages de sa première condition le suivraient dans la seconde. S'il avait un peu réfléchi avant de se lancer dans le vaste monde, s'il avait pris conseil de quelques têtes sages, il aurait su que chaque condition a son beau et son vilain côté, ses avantages et ses inconvénients, et qu'il n'est permis ici-bas, ni à un chien, ni à un homme, de jouir des avantages d'une condition sans en subir les inconvénients. Quand il portait envie aux chiens qui vagabondaient en liberté et qu'il rêvait d'entrer dans leur confrérie, il décidait, dans sa tête de chien sans expérience, que Jupiter, devenu vagabond, ne souffrirait jamais de la faim, n'entendrait jamais une parole dure, recevrait au dehors les mêmes compliments qu'au logis, et courrait le monde, et chercherait les aventures, sans cesser d'être un Jupiter bien choyé, bien nourri, gras comme auparavant, et toujours soigné dans sa mise. À peine eut-il montré le bout de son nez à la porte de la cuisine, que la femme lui cria de sa voix aigre et déplaisante. « Veux-tu bien te sauver, vilaine bête ?» L'affront était si sanglant, si imprévu, si peu mérité, que Jupiter demeura immobile, outré de colère et suffoqué par l'indignation. « Je t'apprendrai, poursuivit la femme, à venir voler le monde. » Et elle ajouta en tournant vers quelques habitués en guenilles, qui attendaient leur tour avec leur écuelle de terre à la main. Pas plus tard qu'hier, il m'a emporté un poulet magnifique. L'accusation était d'une fausseté révoltante. Jupiter mettait pour la première fois la patte sur ce seuil inhospitalier. Ensuite, de mémoire d'homme, on n'avait jamais vu un poulet, même un poulet maigre, dans ce sanctuaire de la mauvaise cuisine. Comme Jupiter cherchait à rassembler ses idées, la cuisinière se saisit d'un escabeau boiteux et fit mine de le lancer après lui. L'instinct de conservation fit que Jupiter cligna les yeux et retira sa tête aussi vivement que fait Polichinelle quand il voit venir un coup de bâton. Comme il méditait tristement sur ces choses au bas de l'escalier, il vit sortir 2 apprentis. L'un était un grand gaillard de 20 ans et l'autre un petit garçon d'une 12aine d'années. Tous les 2 portaient à la main une grossière écuelle de terre brune, remplie jusqu'à déborder d'une composition noirâtre où nageaient quelques os et quelques morceaux de viande. Le premier avait passé son pain entre les bretelles de son tablier de cuir et balançait dans sa main gauche un mosse, au fond duquel il y avait un peu de bière et beaucoup de mouches. Le second portait son pain et sa bière dans un panier. À la vue des 2 écuelles, Jupiter oublia comme par enchantement son indignation et sa colère. « Les braves garçons, pensa-t-il en se rengorgeant un peu, ils savent sûrement qui je suis, et les voilà qui s'empressent de prévenir mes désirs. Pour un rien, il leur aurait dit. Vraiment, mes amis, vous me comblez, c'est assez d'une écuelle, du moins pour commencer. » S'il ne prononça pas ces paroles, ses yeux brillèrent de convoitise, et il s'avança d'un air aimable vers le plus grand des 2 apprentis, qui marchait le premier. « Tu n'es pas dégoûté, lui dit le grand apprenti avec un ricanement moqueur. N'est-ce pas que cela sent bon? Mais tu te trompes de porte, vieux gourmand. J'ai invité le bourgmestre à dîner avec moi, et il n'y a pas là-dedans à manger pour 3 personnes. Tiens, regarde plutôt. » Comme Jupiter allongeait naïvement son museau vers l'écuelle, l'apprenti lui administra un coup de savate entre la 2e et la 3e côte, et lui conseilla de s'adresser à son camarade, qui n'avait encore invité personne à dîner, lui, et qui se ferait un plaisir, mais là, un vrai plaisir, de manger avec lui dans la même écuelle. Jupiter trouva que le conseil était bon, mais que le coup de pied était de trop. Cependant, comme il n'avait pas le temps de s'attarder à discuter des questions de civilité, il s'élança sur le second apprenti. « Pille, pille !» lui cria le grand gaillard en riant, et pour l'exciter à se jeter sur sa proie, il fit « X, x !» Mais Jupiter n'avait pas besoin d'être excité. Comme un enfant gâté qui n'a jamais connu d'obstacle à ses désirs, il se rua sur l'écuelle en donnant de la voix et en agitant sa queue. Surpris d'abord par l'impétuosité de l'attaque, le petit garçon laissa tomber son panier, prit l'écuelle à 2 mains et l'éleva de toute la longueur de ses bras au-dessus de sa tête. Jupiter ne s'attendait pas à ce tour de passe-passe. Aussi fit-il d'abord la figure que nous faisons tous quand nous éprouvons une grande déception. Il prit un air grave et concentré, et marmotta quelques protestations indignées qui prirent bientôt la forme d'un grognement sourd et prolongé.
Le petit apprenti commença par rire jaune. Puis son rire se transforma en une grimace de terreur. Il battit en retraite et remonta lentement les marches, tenant toujours la précieuse écuelle au-dessus de sa tête. Tout d'un coup, un éclair d'intelligence brilla dans les yeux de Jupiter. Il comprit, ou du moins il crut comprendre la plaisanterie. « On me l'a déjà faite », se dit-il avec un sourire de satisfaction. Quelquefois madame, et souvent monsieur, pour l'engager à faire le beau et le forcer à déployer toutes ses grâces, lui avaient, comme on dit, tenu la dragée haute. Ils avaient levé en l'air le morceau de sucre, et Jupiter s'était dressé de toute sa hauteur, moyennant quoi il avait toujours atteint l'objet de sa convoitise, aux applaudissements de la société. « Si c'est cela que l'on veut de moi, se dit-il en lui-même, cela n'est pas bien malaisé. » Et il se mit en devoir de poser ses 2 pattes de devant sur les épaules du petit apprenti. Mais voici bien une autre histoire. L'apprenti crut, tout de bon, avoir affaire à un animal féroce, car le sourire de satisfaction de Jupiter découvrait toutes ses dents, qui étaient longues, brillantes et pointues. Notez bien d'ailleurs que rien ne ressemble à un chien qui veut mordre, comme un chien qui sourit. Au lieu donc de se prêter complaisamment à la fantaisie du bon Jupiter, le petit bonhomme se mit à hurler de toutes ses forces. Quand il cessait de hurler, c'était pour accabler Jupiter d'une effroyable quantité d'injures, bien faites pour blesser au vif un chien qui a de la tenue et qui se respecte. Après avoir insulté Jupiter, l'apprenti en détresse supplia son compagnon de lui venir en aide. Jupiter cependant multipliait ses assauts et devenait si pressant que son adversaire sentait ses cheveux se dresser sur sa tête. Une sueur froide inondait son front, pendant que la sauce brûlante coulait en ruisseaux noirâtres le long de ses bras nus. Au lieu de voler au secours de l'opprimé, le camarade s'amusait de son désespoir et de sa terreur. C'était vraiment un cœur de tigre qui battait sous ce tablier de cuir, et sous ce pain de 2 livres, dont le traître s'était fait une cuirasse. Cependant le dénouement de la lutte approchait, et ce dénouement ne pouvait être que tragique, car Jupiter, indigné d'une résistance inexplicable, commençait à s'irriter et montrait les dents pour de bon. « À moi, mon petit Hans, je t'en prie !» cria d'une voix lamentable la victime de Jupiter. Jupiter répondit par un aboiement belliqueux. Quant à « mon petit Hans », il dit d'un ton moqueur. « Tiens bon, mon vieux, je vais aller chercher les camarades. Je ne me suis jamais tant amusé depuis le jour où l'ours muselé s'est battu à bras-le-corps contre son maître, dans la cour de la cigogne. Tu te rappelles comme nous avons ri. Ne t'impatiente pas trop. Dans 5 minutes, je te ramènerai toute la fabrique. On fera la quête dans un chapeau, et tu seras riche pour longtemps. » Ayant ainsi parlé, ce monstre de Hans se mit en devoir d'aller tranquillement à ses affaires, laissant les belligérants aux prises. Comme il voulait jouir jusqu'au bout d'un spectacle où se complaisait sa vilaine âme, il tourna encore une fois la tête en descendant l'escalier. Un événement inattendu changea brusquement la face des choses. L'assiégeant Jupiter cessa soudain ses attaques, et l'apprenti assiégé vit en même temps la fin de ses misères et de ses angoisses. Hans avait eu le tort de ne pas regarder où il mettait le pied. C'est toujours une grande imprudence de ne pas regarder où on met le pied. L'imprudence est double quand on descend un escalier, et triple quand l'escalier est disjoint et disloqué. Donc, mon petit Hans mit le pied dans une brèche profonde qui avait déjà été fatale à maints ivrogne. Il y eut un cri perçant, un grand bruit de savates, une dégringolade retentissante, un grand coup sourd sur le pavé raboteux, un fracas de verre qui se brise, et un cliquetis de pièces de monnaie roulant sur la pierre. Jupiter se retourna prestement. Mon petit Hans était étalé à plat ventre, les jambes en l'air, poussant des cris de pourceau qu'on égorge. Jupiter se disposait déjà à reprendre ses attaques contre le petit apprenti, lorsqu'il aperçut à la droite de Hans le dîner du bourgmestre, répandu sur le sol, pêle-mêle avec les tessons de l'écuelle brisée. « Parbleu, se dit-il, je serais un grand sot de refuser l'aubaine qui se présente d'elle-même, et de mettre mon amour-propre à rejeter ce qu'on m'offre pour ravir ce qu'on me refuse. » En conséquence de ce raisonnement, il dégringola les marches, et sans prêter d'abord la moindre attention aux vociférations de Hans, qui continuait de braire, le menton sur le pavé,
il se mit à laper avec une grande activité le dîner du bourgmestre. S'il eût été de bonne foi, il se fût avoué à lui-même, dès les premiers coups de langue, que le festin était détestable, mais il l'avait trop vivement désiré pour convenir que c'était mauvais. Il lapait donc la sauce brune avec de petits grognements de satisfaction. Hans continuait à se tordre avec des grognements de fureur. Quant au petit apprenti, tenant son écuelle d'une main, son panier de l'autre, il regardait cette petite scène intime, le sourire sur les lèvres, le pied sur la dernière marche, prêt à chercher un refuge dans le cabaret, si Jupiter faisait mine d'opérer un retour offensif. L'histoire, dans sa sévérité impartiale, est tenue de dire que maître Hans avait mérité son sort. Mais elle ne doit pas hésiter à déclarer qu'il eût été trop généreux de le plaindre après sa chute. Jupiter et le petit apprenti se seraient singulièrement élevés dans l'estime des honnêtes gens s'ils avaient oublié l'un qu'il avait reçu un coup de pied entre la seconde et la troisième côte, l'autre qu'il avait été abandonné et raillé dans un pressant danger. Ces deux personnages restèrent bien en dessous de l'idée que l'on se forme du héros parfait. Ne saurait-on dîner en paix, se disait Jupiter, en faisant craquer un des os destinés au bourgmestre, et de quel droit cet animal nous vient-il rompre la tête? C'est bien fait, se disait l'autre coupable, mais il n'osait exprimer cette pensée de manière à être entendu, car il savait que Hans serait bientôt sur pied, et il n'ignorait pas combien les poings de Hans étaient noueux et durs. « Qu'est-ce que c'est » demandèrent quelques-uns des habitués attirés par le bruit. Le petit garçon raconta l'aventure. Les maladroits et les vaincus n'ont pas, en général, la sympathie de la foule, de sorte que Hans se releva au milieu des quolibets et des huées. Comme tous les généraux, soit après une défaite, soit après une victoire, il commença par compter ses morts. Le moss était en pièces, la bière avait coulé par la grille de l'égout, le porte-monnaie s'était ouvert par la violence du choc, et plusieurs pièces avaient pris le même chemin que la bière. Quant à l'écuelle, c'était à vous faire frémir, elle était en 1000 miettes. Jupiter continuait tranquillement son festin, dévorant à lui tout seul la part de Hans et celle du bourgmestre, lorsqu'il se sentit tout à coup empoigné par la peau du cou. Hans avait enfin trouvé sur qui faire tomber sa colère. Malgré sa résistance héroïque, le pauvre Jupiter, à moitié étranglé, fut traîné dans l'intérieur du cabaret, et l'on délibéra sur son sort. Au dire des gens, c'était un voleur, et il méritait d'être traité en voleur. Quand Jupiter entendit de quel crime on l'accusait, ses poils se hérissèrent d'horreur. Il avait connu des voleurs, et il savait comment ils avaient fini. Un grand chat jaune qui venait chez son maître par-dessus les murs avait été accusé de vol par la cuisinière. Le grand chat jaune avait disparu mystérieusement, et Jupiter avait entendu le jardinier faire allusion à la pièce d'eau du potager. Les moineaux venaient voler des cerises, on les tuait à coups de fusil, et on les pendait par la patte, pour l'exemple. Allait-on le faire disparaître au fond d'une pièce d'eau? Allait-on le fusiller au coin d'un mur? Et alors il pensa au château, à monsieur, à madame, à Jeannette, et ses yeux se mouillèrent de larmes. Ses juges parurent enfin s'être entendus sur le supplice qu'il convenait de lui infliger. Ce supplice devait être affreux, car ils échangeaient entre eux des sourires sauvages. On le mit sous un cuveau à lessive. Il sentit qu'on lui saisissait la queue, et souhaita avec ardeur d'en être quitte par la perte de son plus bel ornement. Le cuveau se releva lentement d'un côté. L'espérance rentra dans le cœur de Jupiter. L'ouverture fut bientôt assez large pour qu'il pût y passer. Il s'élança au dehors et franchit d'un seul bond toutes les marches de l'escalier. Un objet lourd et bruyant franchit les marches avec lui et lui retomba sur le dos. C'était une vieille casserole que ses bourreaux lui avaient attachée à la queue. Comme il prenait au grand galop le chemin du logis, il remarqua avec horreur que tout le monde se retournait pour se moquer de lui. Il redoubla de vitesse, car il avait beaucoup d'amour-propre, et craignait le ridicule par-dessus toute chose. Mais bientôt, au lieu de rire de lui, on commença à le fuir comme un pestiféré. Les mères prenaient leurs enfants dans leurs bras et couraient s'enfermer dans les maisons. Les hommes lui lançaient des pierres. Un garde-chasse lui tira un coup de fusil, et de toutes parts on criait « Prenez garde aux chiens enragés !»
Quand il rentra au château comme un véritable ouragan, Jeannette poussa un cri de terreur. Le groom sauta sur une fourche, monsieur décrocha son fusil, et madame eut une attaque de nerfs. Dévoré par une soif ardente, le pauvre Jupiter se précipita vers l'auge aux chevaux, et se mit à boire avec avidité. Monsieur, qui le visait, releva vivement son fusil en s'écriant: « Il n'est pas enragé ?» Jupiter est toujours le favori de la maison. Comme par le passé, on lui prodigue les caresses et les eaux à moelle, mais il est évident pour tout le monde qu'il s'est fait en lui un profond changement. Quand on le caresse, son regard exprime une reconnaissance profonde. Quand on lui dit qu'il est le plus beau de tous les grands chiens, il détourne la tête avec modestie et semble quelque peu confus de l'éloge. Quand il voit passer des chiens efflanqués sur la route poudreuse, il ne les regarde plus avec envie, mais il ressent pour eux une grande compassion, et volontiers il leur ferait la charité d'un os ou deux. Quand on prononce devant lui le mot casserole, il frémit de tout son corps, et quand il entend parler du vaste monde, il secoue les oreilles d'un air incrédule. Jupiter n'a mis personne dans la confidence de ses pensées intérieures et de ses méditations solitaires, mais il n'est pas difficile de voir qu'il est bien plus affectueux pour monsieur, pour madame, pour Jeannette, pour le jardinier, depuis son aventureuse équipée à travers le monde. Il n'y a que les sots à qui l'expérience ne profite pas, et quiconque connaît tant soit peu Jupiter sait parfaitement que Jupiter n'a jamais passé pour un sot.